Bon, salut tout le monde, salut Seb. Salut à tous, salut Hugo. Bon, alors aujourd'hui, où est-ce qu'on est là pour ce nouvel épisode là? Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, on va chez un ami, chez un mec qui est né en 73, une très grande année forcément, et avant tout aussi un associé. On va aujourd'hui chez Bruno Doucet, un des maîtres de la bistronomie, à la Régalade, rue Saint-Honoré. Bruno Doucet, ouais, j'en ai entendu parler là, ça fait un petit moment que tu le connais lui, non? Ah oui, non, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on est très proches et très complices, ouais. Ok, bon bah super, bah écoute, on va faire ça, c'est parti? Allez go. Allez, let's go. Oh le Bruno. Oh le Pradal. Yo, bien. Ça va et toi? Ouais, nickel. Et écoute, ça y est, on est là avec Hugo, je suis très heureux de te présenter. Salut Hugo. Monsieur Doucet, bonjour. Ça va? Ça va, ouais. Donc il a amené comme prévu un coup de rouge pour manger avec la barbaque que tu vas nous faire. T'es con quoi? Pourquoi je suis con? Je dis que je faisais un Saint-Pierre. Mais non, t'es sérieux? Non. Je te fais un Saint-Pierre, Girolles, sauce genevoise. Il faut que tu le twistes pour que ça marche avec ça. Tu te débrouilles ou quoi? Bah oui, on sait faire. Alors on est parti pour un T'es détraquement, vraiment une trompette. comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti. C'est vraiment une trompette pour Adal. Ouais, je sais. Là je vais aller le cuire. Je peux venir? Je peux venir? Prends là. Les enfants, vous me faites un peu de place sur le fourneau. Et tiens, Gabriel, enlève-moi ça là. C'est à qui tout ça là? Ça à manger, hop. Faites-moi juste un peu de place propre. Ça. C'est à qui ça? Fais chier toi. Ah ouais. Et tu fais comme chez toi, tu pousses. Tu pousses les gens. Tu vas me donner un petit peu de beurre de sauce. Yes. Oh là là. Ça coupe ça, hein, Anatole? Alors, on y va. Les girolles, tu m'as poêlé les girolles Oui. Ah mais en fait chef, la mise en place elle est faite avec toute l'équipe, c'est ça l'histoire? Ah bah oui, oui, je suis pas tout seul. Hein. Ouais. On va le faire juste rôti comme ça. On va mettre des girolles avec une pointe d'ail pour aller avec le rouge. On a fait une sauce un peu vin rouge, j'ai une sauce un peu vin rouge qu'on met en ce moment avec un fumé de poisson. Ça va bien avec les pinots noirs en général. Donc, Ah bah on est sur du pinot noir, parfait. Le four il a combien les garçons? 115. Ouais. Bon, hein. Non, t'embête pas. Un peu de taille de laurier. Forcément à la Régalade on reçoit tous les poissons entiers et tout est travaillé ici. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est un peu la notre devise parce que sinon on s'emmerderait. C'est un peu l'objectif quoi. Voilà, on est en train de faire des suprêmes de volaille. On farcit pour ce soir parce que ce soir on a une grosse table. Il faut c'est vraiment continuer à le faire quoi. Il faut prendre des apprentis, des stagiaires. Ah tu vois ça c'est le jus de viande qu'on fait. Ah, le jus de viande. Il y en a pour longtemps là, il y en a pour un moment là. Il y en a pour la journée. Je vais aller au four derrière toi. Hop, comme ça derrière je dresse ça. T'as les girolles Loulou? Il y a de la vie là. Il y a de l'amour. Là ça s'envoie là. C'est pour moi les petits oignons là. Tiens Loulou, tu me les fais chauffer un peu. On y va? Alors. Allez, envoie les girolles Loulou. Ça chef c'est des cévettes. Oignon nouveau. Oignon. Nouveau. C'est drôle la façon dont tu disposes de l'oignon. J'ai pris modèle sur toi. Allez. Alors les girolles, ça commence quand la saison? C'est juste quoi là? Fin juin, mi-juin? Ouais, début juin. Début juin? Ouais. Et bientôt fini? Au premier... Non, la girole on en a jusqu'au mois de novembre après. Jusqu'au mois de novembre. Ouais, après... Pas toujours aussi joli quand même, si les petits Non, coups comme ça. la petite comme ça c'est un peu chiant à avoir. Ouais. Ça a un coup. C'est bien connu le coup de girole. Le coup de girole c'est exactement. Et ça arrive souvent pour le coup que tu fasses pour sauver la mise aujourd'hui, la tête de Hugo qui a mené son rouge qui s'est trompé, des accords terre-mer comme ça, tu vois, un côté iodé, un côté... Ouais, on le fait pas mal. De temps en temps on fait une sauce poisson, on fait voilà. Mais on fait souvent un jus de viande, on fait souvent... Ah bah tiens, et regarde. Ah. Léo, regarde ça, c'est une sauce genevoise. Sauce genevoise. Tu la montes au beurre Yes. Ouais. Fumé de poisson au vin rouge qu'on fait, après on le fait réduire. Et après on le monte au jus de viande et ça donne cette sauce là, ça fait un peu une sauce bordelaise sauf que elle a bien le goût de poisson. Un goût fumé, Ouais. Mais c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment, c'était un des endroits à Paris, même en France, où on peut encore apprendre à travailler avec le Grégoire Saunier, comme tu vois, entre guillemets. Toi, ça fait des choses, ça fait partie des choses qu'on ne mettait pas forcément il y a 10-12 ans, mais toi on fait des huiles d'herbe. Hop, t'as des pousses, s'il te plaît, Lou? Allez, regarde. Hop, tac, 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 tac. Magnifique. Tu parlais de transmission, on est en train de faire du feuilletage. Il y a un vrai truc de transmission avec pour les garçons. Tu vois, Jude qui est apprenti avec nous depuis. Bonjour.
qui est Jude, qui est apprenti depuis quelques temps avec nous, il m'a dit putain chef, je viens d'avoir mon CAP pâtisserie, mais je n'ai pas fait de feuilletage. Et ben, je dis attends, bouge pas, on va faire du feuilletage ensemble, on va travailler ensemble. Que ça fait partie de ces choses, d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à acheter ce genre de produits parce qu'on manque de temps, on manque de qualification, on manque de tout. On manque de temps, on manque de qualification, on manque de pas mal de choses. Il y a un personnage. Il va y avoir du mal. Et le saucisse, ah, mais on se connaît trop bien. On fait 4-5 coups. Ouais, non, mais je vois qu'il y a un peu de complicité. Ouais. Mais bien sûr. Sancerre rouge, du coup, parce que putain, on avait dit rouge. Sancerre rouge, donc Pinot Noir évidemment, de chez Domaine Pascal et Nicolas Reverdy. Aujourd'hui, c'est plutôt Benjamin et Victorien, deux frères, qui gèrent un Sancerre, donc terre de Membray, parce que c'est sur le village de Membray. Un rouge de peps, un rouge de fruits. C'est élevé en cuve bois quand même pour oxygéner, mais ça marque pas du tout. Et d'une gourmandise infinie, un Sancerre comme on aime, non Seb? C'est comme ça qu'on l'aime, le Sancerre, gourmand. Voilà. Et c'est ouais, Membray, c'est plutôt les terroirs d'altitude à Sancerre. Donc effectivement, ça amène cette tension normalement. Allez, on y va. Bon, mais du coup, ça y est, hein, c'est le moment de goûter, c'est le verdict. Est-ce que ça marche ou pas? Poisson vin rouge. Poisson vin rouge. Ouais, moi je suis presque sûr presque au résultat. Je tape dans la gamelle. Très bon ça. Ça, c'est haut. Mais tu sais quoi, en fait, ça marche parce que, en effet, tu as le côté fumé iodé, mais tu as quand même la réduction de jus de viande qui corse vachement, qui apporte de la nature. Et en fait, le côté croquant du vin, ça matche vachement avec le côté croquant des champignons qui sont juste cuits à perfection. Allez, forcément. Même la sauce, elle est plutôt. Avec la sauce, ça va bien. Ouais, ça va super bien. Et ça, putain, c'est vraiment super bon. Et en plus, tu sais quoi, là, j'ai envie de parler sur un plat comme ça aussi de la texture. La texture du poisson. Et le croquant des champignons, c'est super important. Et ça marche vachement avec le vin rouge. Tu ferais un poisson différent, mal cuit déjà premièrement parce que ça, c'est parfait. Mais en fait, là, t'as vraiment de la mâche. C'est ça. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Là, c'est des Saint-Pierre qui font 2,5 kg quoi. Enfin, tu prends un bar qui fait 4 kg ou un bar qui fait 1,2 kg, ça n'a rien à voir. Les filets sont pas les mêmes. On sent bien le côté, la cumeillère, on sent bien le côté un peu beurré de la cuisson. Et non, je connais pas de cuisinier qui a fait ça, je dis que c'est un bon. Non, si, c'est bon. Ok, mais ça, je connaissais pas, moi. Tu dis à race équivalente de poisson, il vaut mieux prendre un gros. Ah bah oui. Ça sera plus... Prends un Saint-Pierre de 2,5 kg ou un Saint-Pierre qui fait 800 grammes, c'est pas le même produit. C'est deux produits différents. Alors là, c'est vraiment excellent. C'est vrai, c'est un poisson avec de la mâche, avec du goût. Et c'est vrai, ce jus corsé qu'on attendrait presque avec de la viande, au final, réussit à équilibrer les... Ben oui. Le peps, c'est la tension du vin. Mais ouais, je suis content, ça goûte bien. Ouais, pour un matin à 6h30, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Pour se mettre en jambe, c'est pas si mal. Seb, t'as pas amené un truc? Mais si, quand même. J'ai amené un rosé de chez Manu Venturi, un assemblage de Ciacarello et de Grenache. Donc un cépage plutôt sudiste que corse à la base. Et allez, on va faire ça là, et ça va bien être appétant pour l'apéro. Tu veux changer les verres? Non. Poisson rosé, le verre est aviné. On y va, et en plus comme ça nous permettra de passer un moment en buvant un coup de rosé et en discutant un peu avec toi, Bruno, pour que tu nous expliques les arcanes de ton métier et puis ta carrière un peu. Mais en plus, ça me correspond bien. Le bois du cerf, pour un chasseur, je trouve que c'est pas mal. Sachant qu'on on est en train de finir un ouvrage là. En fait, c'est une collaboration avec Nemrod, qui sont des jeunes qui ont une boîte de collecte de gibier et de retraitement de gibier. En fait, on a fait ce livre en collaboration. Moi, j'ai fait 40 recettes avec 40 photos. Eux ont amené leur savoir-faire sur toute la connaissance de la traçabilité, de tous les terrains, de la chasse ou que ce soit. Et ce livre est fait pour promouvoir la viande de gibier et en France et à Paris. Je dis bien et en France et à Paris parce que il y a des endroits où on en mange plus. Toi, en Alsace, les chasseurs mangent leur gibier. Ouais. À Paris, les gens qui chassent à Paris mangent un peu moins de gibier. Et surtout pour montrer que c'est quand même une des viandes les plus saines du marché. Ouais, si ce n'est la viande la plus saine du marché. Le problème, est-ce que ça n'a pas été un moment alors qu'elle était travaillée comme à l'époque et à chaque aujourd'hui, il faut former les cuisiniers pour la travailler. Non, en fait, c'est pas je pense que c'est pas une question de former les cuisiniers. Parce qu'aujourd'hui, les cuisiniers savent travailler la viande. Et la viande de gibier, ils savent la travailler de façon saine. Il faut apprivoiser, il faut apprendre aux consommateurs à manger de la viande de gibier. Dans la tête des gens, la viande de gibier, c'est une viande qui est forte. Mais apprivoiser la gibier, c'est pas antilogique. Si.
Merci. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit ici. Non, c'est apprivoiser. Quand je dis apprivoiser, je dis bien apprivoiser. En fait, dans la tête des gens, le gibier, c'est fort. Alors effectivement, tu prends du lièvre, c'est fort. Tu prends une palombe, ça a un goût un peu fort. Mais tu manges du sanglier, tu manges du chevreuil, tu manges de la biche. En fait, tous les gros gibiers, c'est pas plus fort que du bœuf ou du veau quand tu le manges de façon pas maturée ou tu manges avec une rigidité cadavérique qui respecte le cycle de froid et le cycle de temps. Moi, j'ai fait manger un carpaccio de sanglier il n'y a pas très longtemps à quelqu'un qui m'ont dit putain, il est super bon votre bœuf. Bah non, en fait, c'était pas du bœuf, c'était du sanglier. Et il n'y avait pas ce goût fort que les gens peuvent avoir. Pourquoi en fait avant on disait que le gibier était fort? Parce qu'on prenait, quand on prenait un faisan ou une mécasse, on le mettait dans le frigo, puis il fallait attendre 10 jours avant de le bouffer. La mortification. Mais en fait, prends un morceau, n'importe quel morceau de viande, laisse-le 10 jours dans ton frigo, c'est pourri, c'est pas bon. Ouais, après, il y avait un peu aussi une image, tu vois, le sanglier qui se bouffe, tu vois, très cuit, en daube, avec des sauces au vin rouge et tout. Okay. C'est peut-être de la cuisine un peu moins moderne et tout. Moi, j'adore. Bah justement, mais... t'as raison. Mais en fait, ça, c'est dans la tête des gens. En fait, le sanglier, ça se mange en daube, en civet ou en sauté. Non, moi, justement, ouais, voilà. C'est l'occasion de ce bouquin qu'on a fait. Ouais. Moi, j'ai fait un kebab de chevreuil, j'ai fait des pains d'âne, j'ai fait des carpaccio. Ben, j'ai montré aux gens, j'ai fait des cannelloni, j'ai fait de la bolognaise. J'ai montré aux gens que la viande de gibier, ça se bouffe pas tout le temps archi cuit. On a fait des tourtes, on a fait des pâtés en croûte, on a fait plein de choses. Des choses qui sont mangeables. Autrement que. Tu penses que c'est le chemin. Je pense que c'est le chemin. Moi, un des beaux restaurants que j'ai fait, c'est à Bordeaux, le 2 étoiles de Gagnère, et il y avait daube de sanglier. Ouais. À un moment donné, tu vois. Moi, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps au Bouc Bleu. Oui, en Alsace. Putain, le mec nous a sorti un morceau de sanglier. C'était en juin. Donc, sanglier prélevé, c'est du sanglier d'été, donc qui est bien meilleur. À tirer, c'est pas le plus intéressant parce qu'ils sont pas beaux, parce qu'en fait, ils perdent leur poil, donc ils sont pas très jolis. Par contre, putain, en termes de goût, ils mangent que les trucs qui sont. Tu vois, ils mangent de l'herbe fraîche, ils mangent des. C'est comme le chevreuil. Moi, en ce moment, je vais à la chasse à l'approche parce qu'en fait, les chevreuils sont beaux et ils sont meilleurs. Ils mangent des pousses, ils ont mangé des jeunes pousses, ils mangent de l'herbe grasse, ils mangent de l'herbe verte. Tu prends un chevreuil que tu prélèves au mois de février, il n'y a plus rien à bouffer en février. Ils bouffent que des ronces, que des trucs morts. Ils sont à moitié rachités, ils sont moins bons. Par contre, tu prends un chevreuil que tu manges maintenant. C'est pour ça qu'il faut essayer de démocratiser le fait de manger de la viande de gibier et surtout la démocratiser de plus en plus de façon à la manger, pas forcément d'octobre à février. Ah, la viande de gibier, ça se mange aussi maintenant. Ah ouais. Mais écoute, c'est bien, c'est une initiation. Eh bien, bonjour. Moi, Bruno, sincèrement, je te connais depuis bien longtemps. Je sais que tu es extrêmement talentueux, mais franchement, je croyais que tu allais me foirer le poisson rouge, quoi. Et tu as quand même réussi. Non, mais attends, pour le coup, ça aurait dû être un échec. Tu as déjà eu des échecs dans ta vie? Tu as déjà eu des trucs qui t'ont fait grandir? Comme échec, j'ai connu Prada. Voilà, je te dis, ça commence comme ça. C'est un vaste échec. C'est un vaste échec. Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers tous les jours pour des échecs. Ouais, j'en ai eu professionnels, c'est pas le plus que j'ai eu, je pense. J'ai plus connu des échecs, je te dis, et tu sais de quoi je veux parler, en amitié et en amour. Mais bon, voilà, après, ça fait. Lesquels sont les plus durs à encaisser? Je suis pas sûr que ce soit ceux en amour. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Est-ce que c'est parce que les réussites professionnelles ont été provoquées par beaucoup de travail, de temps investi? Non. Les deux, moi j'ai deux, trois échecs en amitié qui font que c'est pas le travail c'est pas le travail ou l'investissement de temps, comme tu as l'air de le dire, qui fait ça. Non, c'est d'autres. Je dirais que c'est les gens avec qui on était proches qui ont pris des chemins différents, pas professionnels, mais des chemins de vie différents. Et un amour, c'est le coup de sacrifice de non, tu connais ma vie, c'est plus des, c'est pas le travail. Enfin, tu vois, moi j'ai 50 balais, j'ai fait 35 ans que je bosse. Les gens qui se sont mis avec moi, enfin les femmes avec qui j'ai été, j'aurais jamais menti sur la marchandise, elles savaient le métier que je faisais. Souvent, on s'est rencontrés dans mon milieu professionnel, ou du moins autour de mon milieu professionnel. Donc c'est pas ça qui a fait qu'il y a eu des échecs. Après c'est des échecs de vie. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est à la rigueur qu'on se plante, qu'on ait des échecs en amour. Je trouve ça presque logique. Et à la rigueur ça te permet de rebondir et de vivre différemment et de vivre mieux.
Les échecs en amitié, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on a des échecs en amitié. C'est comme, tu sais, on dit, on choisit sa famille, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille, ben voilà. C'est une fois que tu as choisi tes amis, tu comprends pas pourquoi, mais voilà. Bon, cuistot, du coup, depuis 35 ans. Bah ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu viens de Tours, j'ai lu. Ouais. À Dalois. Ouais. Et du coup, les études là-bas et tout, l'apprentissage du métier là-bas Ouais, ou en fait, vite, l'apprentissage du métier là-bas jusqu'à 17 ans, et je suis parti de chez mes parents, j'avais 17 ans et demi. Ouais, 17 ans et demi, c'est ça, et je suis parti à Orléans. Ouais. Je suis resté pas très loin quand même. Et là, j'ai rencontré la maman de ma fille pas très longtemps après. Et puis, on a fait un petit bout de chemin ensemble quand même, jusqu'à ma fille. Et un peu plus d'ailleurs. Mais et puis, on est arrivé, elle est montée à Paris avec moi derrière 4-5 ans après. Et voilà. Et puis, je suis monté à Paris. On se dit, on monte à Paris, on verra. On monte pour 1 an et demi ou 2. Et puis, on verra ce que ça donne. Puis, 35 ans plus tard, enfin, 80, je suis monté en 93. Donc ouais, 30 ans plus tard, j'y suis quoi. On monte à Paris, j'ai toujours aimé cette expression. Oui. On monte à Paris, c'est la Quand je te dis je monte à Paris, je le monte pas dans le... C'est pas monter dans le sens balsacien du terme. Ah oui, non, moi je voulais dire ça, on monte à Paris dans le sens la conquête de Paris. Quoi. Non, c'était plus... C'est pas Eugène de Rastignac qui à la fin du Père Goriot dit à nous Paris. Voilà, d'accord. Je montais pas dans ce sens-là, même si je pense qu'à un moment donné, je me suis dit bon voilà, j'y suis, j'y reste, et je me suis peut-être un peu dit à nous deux Paris. Qu'est-ce qui fait monter à Paris? Le taf? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je travaille 2 ans à Orléans chez un traiteur. Au bout de ces 2 ans, je suis colocataire avec un pote, Ouais. avec un mec qui s'appelle Franck Auger, et qui lui monte à Paris, pour le coup, pour passer son brevet professionnel de charcutier traiteur au CEPROC. Je dis bah tiens, moi aussi, je vais remplir le dossier d'inscription, puis je verrai bien. Et en fait, je remplis le dossier d'inscription et je suis accepté au CEPROC. Et donc voilà, mais j'ai passé le brevet professionnel de charcutier traiteur, et j'avoue que je regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment donné une autre ouverture d'esprit sur mon métier de cuisinier. Trop bien. Bah ouais, parce que je pense que du coup, ça t'amène à quoi? 19 ans, un truc comme ça? Et Et ensuite, 19-20 ans. Quoi, tu ouais, disais. 19-20 ans, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 19-20 Donc je pense qu'on n'est pas... Finalement, t'es pas fini. Comme... Si tant est qu'on est fini un jour. À 50 ans, je suis pas, donc... voilà, t'es pas fini comme cuisinier, en tout cas. C'est avant qu'ils le disent que j'ai dit ça. Non, mais bien sûr que non. Mais, et puis je sais que je fais de la charcuterie, mais que je vais retourner en cuisine derrière. Je rencontre pendant cette formation au CEPROC un monsieur qui s'appelle Guy Krenzer, qui est à l'époque meilleur de France charcutier traiteur, et qui vient faire un stage de pâtisserie, de démonstration de pâtisserie au CEPROC. Donc, pour te dire, et le mec, aujourd'hui, il est MOF cuisine, et je pense, à mon avis, qu'il pourrait être MOF pâtissier. D'accord, c'est un king, quoi. Ouais, c'est un king. Quand je finis mon stage de pâtisserie avec lui, il me dit qu'est-ce que tu fais à la sortie du CEPROC, du BP? Je dis écoute, j'en sais rien. Je dis moi j'ai fait de la cuisine, je vais retourner en cuisine. Et lui, à l'époque, était chef au Fouquet's sur les Champs-Élysées, sur les champs. Et il me dit bah écoute, si tu veux, j'ai une place pour toi j'aurai une place pour toi au Fouquet's si ça t'intéresse. Et là, putain, je bouffe du pain noir parce que putain, je gagne pas suffisamment pour toutes mes dépenses. Heureusement que j'ai la maman de Camille qui est là pour m'aider un peu. Et pendant 9 mois, mais enfin, tu vois, c'est des galères de fric, je suis à découvert. Enfin, tu vois, et sans faire trop le con en plus. Donc, tu vois, on bosse beaucoup, et voilà. Guy Krenzer se fait lourder comme une merde du Fouquet's en 93, où en fait les services d'hygiène débarquent un jour et font fermer le restaurant du jour au lendemain. Fouquet's des Champs. Ouais, Fouquet's des Champs. Ils repeignent la cuisine dans la nuit. Je me souviens, on passe sur TF1. Enfin, tu vois, il y a un gros truc, et il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est Guy Krenzer. Et je me souviens parce que c'était la famille Casanova qui était patron du Fouquet's à l'époque. Et il y avait une dame qui s'appelait Madame Casanova. Je ne sais pas si elle a encore en vie, cette femme, mais c'est une femme déjà à un certain âge, qui venait dans la cuisine, qui disait bonjour à personne, elle passait, elle t'ignorait. La seule fois, elle nous a demandé à m'adresser la parole. C'est en fait, on était 22 ou 23, je pense, en cuisine. Et les 22 ou 23, on a donné notre démission le même jour, la même heure, à la même poste, en recommandé. Et ils ont reçu donc les 23 recommandés en même temps, en solidarité avec Guy. Donc c'était le vendredi soir, on partait le vendredi soir, et le vendredi matin, elle a fait le tour de la cuisine pour savoir, vous partez, oui madame, vous partez, oui madame. Tout le monde lui a répondu oui madame. C'est la seule fois où elle nous a adressé la parole. On a été chercher notre solde de tout compte le lendemain, et moi ça m'a permis de me remettre à flot. Je me souviens, j'ai touché un chèque de 7000 francs. Et ça m'a remis à flot, et à partir de ce moment-là, je me suis dit putain Bruno, tu n'as plus le droit d'être à découvert.
Mais tu as fait des maisons, mais s'il y a deux mentors, trois mentors que tu nous cites et dont tu aimerais parler aujourd'hui, c'est qui? Des mecs qui t'ont marqué? Il y en a pas trois, il y en a deux. Il y en a trois. Ah, tu vois. Non, il y en a trois parce que déjà par. Déjà, alors, personne n'a mis dehors aujourd'hui, il dort bien. C'est Charles Barrier, le premier grand chef avec qui j'ai travaillé en cuisine, qui est une pointure dans notre métier, qui est. C'était à Tours, qui a eu 3 étoiles pendant très longtemps. Moi, comme j'y étais, on avait 2. Qui est un des mentors de Robuchon. Pas facile tous les jours. Mais je me suis promis une chose. Je me souviens quand je bossais dans cette maison, je me suis dit, un jour j'aurai mon propre restaurant. Balancer des cassons dans la gueule, les gars, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'était l'ancienne école. C'était l'ancienne école. Après, moi, j'étais sous son aile. J'ai vraiment bossé. Je bossais vraiment beaucoup à côté de lui. Le deuxième, ça serait Gabi Biscay parce que super cuisinier, super mec. En fait, pour l'anecdote, je lui ai raconté l'autre jour, c'était assez drôle parce que moi, je sors de chez Prunier. Il y avait Breton qui bossait, il y avait Fabrice Vulin, il y avait 2-3 mecs qui étaient. C'était des mecs qui sortaient du risque du crayon. Copain de camp de Barde à l'époque. Je savais qu'il avait ouvert la régalade, mais toi. Et Breton disait putain, si vous bossiez avec Biscay, vous feriez pas 2 jours parce que le mec avait la réputation de. Je sors de l'armée, je fais un concours quand je sors de l'armée, je fais Arpajon. C'est Monsieur Roux qui m'entraîne et je termine 2e. Il me dit c'est pas normal que t'aies pas terminé 1er. Bon après voilà. Je fais des piges au Ritz pendant 1 mois. Un coup tu viens, un coup tu viens pas, un coup tu viens, un coup tu viens pas. Moi je vivais à Orléans en plus, donc tu vois, à chaque fois j'avais le billet de train. Puis à un moment donné, je dis à Monsieur Roux et à Monsieur Dionnet, qui était chef de chez Génie, je dis bon moi je crois que je vais rester chez Génie parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. Et là il y a Monsieur Sijegovic, qui était propriétaire de chez Génie à l'époque, qui me convoque au bureau. Et tu vois, ça fait 10 jours que je suis sorti de l'armée. Il m'avait repris parce que c'était obligé de te reprendre de l'armée quand tu sortais de l'armée. Ton ancien employeur, tu obligé de te reprendre. Et il me dit, Bruno me dit, je vais pas pouvoir vous garder. Je dis, ah bon? Il me dit, vous êtes trop bon pour rester dans la maison. Il me dit, je veux pas que vous restiez dans cette maison. Et il me dit, j'espère qu'on ouvrira le champagne. Il me dit, je serai le premier à ouvrir le champagne le jour où vous aurez votre première étoile. Il me dit, je peux pas vous garder, je veux pas vous garder. Imagine, aujourd'hui, t'as un mec bon dans ta boîte, tu dis pas ça, tu dis, oh, casse-toi, t'es pas bon pour la maison. Après, aujourd'hui, avec le recul, et même, enfin, je l'ai très vite compris, je comprenais. Et puis moi, je me faisais un peu chier aussi, tu vois, c'était pas. Et pourtant, dans cette brasserie, on faisait quand même beaucoup de choses. Monsieur Dionnet, donc, qui était chef, et Monsieur Roux me disent, on t'a trouvé une place. Et moi, j'avais dit à des gens de mon entourage, je dis, moi, je veux bien les bosser partout, sauf avec Biscay. Et là, tu crois pas que Monsieur Roux, il n'a pas de portable à l'époque. Je me souviens, il passe la tête dans la cuisine chez Génie et il me dit, il parlait comme ça, Monsieur Roux, un petit peu, tu vois, avec la voix comme ça, il me dit, Doucet, viens voir. J'arrive, je dis bonjour Monsieur Roux. Aujourd'hui, je l'embrasse et je le tutoie. Non, je le tutoie pas, mais je l'embrasse et je l'appelle Georges. Et il me dit, tu commences mardi. Je dis, ah ouais, où ça? Tu vas chez Prunier. Je dis, ah ouais, comment s'appelle le chef? Tu verras, c'est Gabi, il est bien, j'ai Gabi. Gabi Biscay. Je dis, ah ouais, et en fait, à Georges, tu ne dis pas non. Ouais. Enfin, d'ailleurs, même aujourd'hui, tu ne dis pas non à Georges. Il a 95 ans, il va avoir 95 ans au mois de septembre. Hein. Et je dis, bon, bah, ok. Et donc, je suis parti chez Gabi en me disant, je vais faire 2 jours, je vais jamais rester. Et j'ai fait 3 ans. Et je suis arrivé commis et j'ai fini sous-chef. Ok, t'avais peur de quoi et qu'est-ce qui s'est bien passé finalement? En fait, si tu veux, et le mec il a quand même une putain de réputation, et il le dit encore aujourd'hui, on a bouffé ensemble il n'y a pas très longtemps. Là. Et en fait, le matin il n'avait pas dit bonjour, qu'il te traitait de connard déjà. Eh connard! C'était vraiment, le truc c'était ça. Et il était dur, mais en fait, quand t'arrives avec lui, le premier poste que tu faisais, c'était au fond de la cuisine, t'étais à l'entremets. Donc l'entremets, c'est toutes les garnitures, toutes les entrées chaudes. Si tu tenais l'entremets, tu savais que tu pouvais passer partout. Mais c'était putain une maison qui était, parce que quand on parlait de garniture, à l'époque c'était Prunier, mais on faisait autant de garnitures que dans un hôtel. Hein. Et c'était en plein service de 80 personnes. Si tu avais un client qui te demandait une jardinière de légumes, on taillait une jardinière de légumes à la minute. Et avant de parler du troisième Pygmalion, là ça fait 2 fois en fait que tu dis casserole dans la gueule ou connard le matin, même si tu as beaucoup de respect pour ces 2 personnes. C'est quoi aujourd'hui le management pour le coup? Toi comment tu fais? Est-ce que c'est un truc que tu as appris? Est-ce que ça a été inné? Je les insulte tous et je leur mets des claques. Non mais en fait Sébastien, c'est pas pour conserver du personnel. Il y a des fois on ronge notre frein.
Et c'est pas pour traiter les gens, pour insulter les gens ou leur foutre des cassons dans la gueule. C'est qu'en fait, aujourd'hui, heureusement que notre métier a évolué et qu'il faut pas. Et que ça sert à rien. En revanche, quand je te dis on ronge notre frein, il y a des fois, putain, encore ce matin, tu vois, mais on en parlait tout à l'heure, quand j'entends les choses où on te met devant le fait accompli, sur des trucs, sur des principes, sur des. Tu te dis, mais en fait, il est où notre rôle de chef d'entreprise ou de chef de cuisine? Et moi, il y a des fois, je ronge mon frein quand je vois les choses qui sont faites, parce que c'est le bordel, parce que c'est pas fait comme j'ai envie de faire. Il y a quelques années, je dis pas que j'ai toujours été tout blanc, tout rose. Une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai jamais brûlé un gamin ou j'ai jamais balancé une casserole dans la gueule à quelqu'un. Ça, c'est sûr. En revanche, gueuler ou parler fort, à l'oreille d'un mec, ouais, je l'ai fait. Mais alors moi, quand je suis arrivé, c'est ce que je disais à Seb, il y a deux choses là, tu vois, c'est la 4e, 5e cuisine là, que je vois fonctionner un peu de l'intérieur, parce que d'habitude tu viens au resto, Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu consommes, quoi, tu vois, t'es pas là pour regarder. Entièrement d'accord. Là, je vois fonctionner, c'est jeune, et je trouve, et ça s'envoie, tu vois. Enfin, En fait, tu sais, je pense que t'as pas de réussite, pas d'échec tout à l'heure, mais je pense que t'as pas de réussite s'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de talent s'il n'y a pas de travail. Et alors moi, je sais pas si j'ai du talent, mais une chose dont je suis sûr, c'est que je suis besogneux. Et je travaille. Et moi, si tu veux, ce matin, j'étais à 8h30 en cuisine, pas parce que vous étiez là. Hein. Hier matin, j'étais à 8h30 en cuisine. Et voilà, donc, et ça, mais je peux pas demander à mes mecs d'être là tous les matins à 8h30 moins le quart. Enfin, je le conçois pas. Et si moi, j'arrive à 11h30 et que je leur gueule dessus en leur disant « Putain, ça, tu m'as fait de la merde, ça, tu m'as fait de la merde, ça, tu m'as fait de la merde. » C'est injouable. Bien sûr. Mais ça existe, hein. Mais moi, j'ai pas choisi ça. Le troisième, ça serait Monsieur Vigato, forcément. Et voilà. Ouais, bien sûr. C'est pas avec lui que j'ai le plus appris en cuisine, même si j'ai appris les choses, mais j'ai appris tellement de choses au niveau de la vie avec lui que j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses avec lui. Donc, Il t'a mis le pied à l'étrier aussi sur une première affaire, aussi. Nata Chef. Ouais, Nata Chef, oui. Après, en fait, si tu veux, je pars chez Gagnère, donc j'appelle Gabi, et je dis à Gabi, j'aimerais tellement aller travailler chez ce monsieur. J'habitais à 200 mètres. Et je le voyais dans la rue de temps en temps. Et là, il me dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et il ouvrait une affaire à côté, AM, je sais pas si tu te souviens AM 17, pendant un mois. Et après, j'ai fait avec lui. Et si tu veux, au bout de 3 ans, j'avais vite fait à Pissus, j'étais à la viande, j'étais à la sauce. Ouais. J'avais appris à cuire la côte de bœuf et la côte de veau et les riz de veau. Et en fait, sa femme du moment, Nathalie, voulait ouvrir un restaurant qui s'appelait Nata Chef. Et il m'a dit, ça serait bien, j'aimerais bien que tu l'accompagnes parce que elle trouve le métier sympa. Elle adore faire la cuisine, mais elle sait pas ce que c'est de son métier, ce métier. Et en fait, j'ai fait, il m'a mis effectivement, il m'a mis le pied à l'étrier, il me tenait par les couilles avec 5%. C'était quoi là comme cuisine? Là, c'était une cuisine de bistrot, un peu féminine, plutôt sympa, mais voilà, il fallait faire. Pour les copines Nathalie, on vendait la vaisselle du magasin en même temps. La nana sortait de la mode et de la presse mode. Donc c'était un carnet d'adresses Ascom. Donc on a eu Elle Magazine, Vogue, Gala, on a eu tous les trucs. Et ce qui à l'époque était nécessaire parce qu'il n'y avait pas de star, mais voilà, c'était comme ça que t'arrivais à être connu. Là, on a eu Figaro, on a tout. Et là, le restaurant, on avait 35 places assises dans le resto. Donc pas difficile. Ouais, c'était tout petit, cuisine apparente, mais toute petite cuisine apparente. C'est 3 en cuisine. J'étais avec un mec et un plongeur. Pas difficile, on faisait entre 70 et 90 couverts par jour. 35 places assises. On faisait un complet le soir et on faisait entre 35 et 50 couverts tous les midis. Et ça, pendant 1 an, on ne débande pas. Et à quel moment de cette histoire tu rencontres cet énergumène? Juste là, pour le coup, ça t'a Ben ouais, c'est là, c'est Nata Chef. C'est une belle transition pour le coup. C'est Gabi qui nous présente. Ouais, c'est Gabi qui nous. Ou Jouran, Gabi c'était Gabi. C'était Gabi. Je sais pas d'où vous sortiez. Si, de chez Colette. Ah oui, d'accord. Je me rappelle, Chez Colette, ça fait titre, Colette, à l'autre bout de la rue, à l'autre bout. Et Gabi me dit, bah tiens, je te présente Sébastien, et voilà, c'est comme ça. Il y avait Charlie avec nous, je crois. On était ça, je me souviens pas. Il y avait l'ours qui était avec nous. Tu nous parles 5 minutes de ici, cet établissement Et bah ici, l'histoire, ce que c'est aujourd'hui. Ouverture 2000. Donc en fait, je reprends la régalade en 2004. Je rachète à Yves. Camp de Borne. Camp de Borne. Une blague, il y a pas mal de gens qui pensent que je suis dans le mur. Ah oui. Mais je vais te dire, là pour le coup, je me permets parce que moi, ce que même à l'époque, je te connaissais un peu, mais pas encore beaucoup. Je disais, putain, le mec, il est ambitieux. Il a une grosse paire de couilles, mais il a aussi une bonne dose d'inconscience. Moi, je me dis, le fait qu'il fallait les deux, tu vois.
Ouais, Heureusement ouais. que tu étais un peu inconscient. Oui, après, t'avais le talent, mais je l'ai fait. hein. Ouais, mais oui, mais tu sais, c'est ce que je disais, je sais plus qui. Heureusement qu'il y a un peu d'inconscience, parce que si j'écoute tout le monde, j'y vais pas. Hein. Si j'écoute tout le monde, j'y vais pas. Ouais, et parce que tu parles d'affaires personnifiées et tout, c'était quand même le cas là-bas, c'est ça, c'est Ah ouais, pour ça bah, que- c'était ça déjà, va. c'est la maison qui a créé la bistronomie. Ouais, c'est c'était, ça. Ouais, et puis c'était le premier à avoir monté ça, et c'est le premier à vendre. Donc, Il a retourné la table un peu, si tu veux, à l'époque dans le milieu de la gastronomie. Hein. Il a un peu changé toutes les cartes, quoi. ah ouais, complètement, ouais, c'est ça. Et puis bon, bah, du coup, on se dit. Pourquoi? Explique, c'est intéressant ça. Bah, parce qu'en fait, si tu veux, tu avais soit des Voilà. bistrots où tu bouffais de l'œuf mayonnaise et Voilà, pas cher, voilà. un poulet sauté chasseur, où tu avais le gastro. Ouais. Mais tu n'avais pas de restaurant un peu bistrot. Plus, Et Yves, lui, s'est dit, je vais faire ce qu'on fait dans les palaces, mais à un prix. Voilà. Et le truc, lui, quand il a ouvert en 92, pour 120 francs, tu faisais amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Je crois qu'il y avait un verre de vin, une madeleine, un café. Encore une fois, tout ça, ça a évolué. Hein. Tu sais, quand on parle de Vigato, moi chez Vigato, aujourd'hui, ce que Jean-Pierre Vigato fait chez Disciple, ou ce qu'il faisait chez Apicius il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, C'est quasi pareil. c'est quasi pareil. Chez Jean-Pierre, tu mangeais une côte de veau, tu mangeais de la côte de veau, tu mangeais une côte de bœuf. Côte de bœuf, là, tu vois. Tu servais un riz de veau, il y avait un riz de veau poêlé sur une poêlée de champignons. Enfin, c'est typiquement. Le Saint-Pierre, on faisait exactement ce qu'on a mangé là. Hein. Mais c'était un demac. Et c'était un demac. Ben voilà, c'est ça la bistronomie. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on s'est adapté au code de la gastronomie. En fait, je dirais qu'on a toujours un tout petit peu presque en décalage. Parce qu'on suit tu vois, les techniques des. Tu sais, en fait, les 3 étoiles, les deux, enfin, on va dire que les grands restaurants étoilés, c'est un peu les Formule 1 de notre métier. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des thermoplongeurs, on travaille avec des siphons. C'est ces mecs-là qui ont mis ça en route, et puis, tu vois. Et, Ok, ouais. sauf qu'il y a des fois, tu te dis, putain, est-ce que tu manges pas mieux dans un bistrot que dans un étoilé Ouais, c'est ça, pour le ouais. prix. C'est ça, ouais. Puis même la carte des vins, pour le coup. La carte des vins, c'est de la folie. Entre Alors, à ça, l'époque, ouais. un bistrot, mais aujourd'hui, tu trouves des cartes des vins à des prix. Yves, c'était pareil. Cardeva, il l'a. Ah oui, il a tout bouleversé. Ouais. Il a tout Après, bouleversé. Avec son appétence pour les vins dits naturels. Oui, mais alors, toi, voilà. moi, quand je reprends la régale, c'est pas les vins. Et pas même parce qu'ils n'existaient pas pour beaucoup non plus encore. C'était le début des vins naturels, il y en avait peu. C'était Ouais. plutôt des grands vins ouais, de tous les vignerons un peu. Ah, il avait conventionnels, tout. quoi. Il avait Arias, il Ah, avait ouais. Hermitage de chez Chave, il avait. Et en fait, tu vois, c'est un des trucs aujourd'hui, c'est notamment la carte de la régalade. La carte des vins chez toi, c'est quoi? Explique un peu les vins. Toi déjà, c'est quoi les vins que t'aimes? Après, en fait, déjà, aujourd'hui, c'est les régions que j'aime. Ça commence par ça. Puis moi, j'ai, à travers Seb, à travers Eric, à travers toutes les expériences gastronomiques et vinicoles que j'ai pu faire, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des vignerons, et donc voilà. Donc, et puis, j'ai envie d'avoir tel ou tel vin de telle région, de tel ou tel vin de tel producteur, et voilà. Et puis, on s'est aperçu que, il y a un moment donné, on achetait des grands vins, mais on les mettait pas à la carte. Et puis, tu t'es aperçu que quand tu les mets à la carte, tu les vends. Donc, du coup, tu t'en mets un peu plus, et puis t'en achètes un peu plus. Et c'est ce qui fait que notre carte des vins s'étoffe. Et puis, on découvre des gens tout le temps. Tu vois, ça, toi, moi, je connaissais Riverdy, mais celui-ci, ce vin-là, je connaissais pas, tu vois. C'est typiquement un ça que je pourrais mettre à la carte. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que même moi, dans mon métier d'agent, ça fait 30 ans aussi bientôt que je le fais, tu vois, à Paris. Et en fait, ça a vachement évolué parce que nous, les vignerons à l'époque, on nous disait je vais être chez Vigato aux 2 étoiles, je vais être au Jules Verne, je vais être chez Ducasse. Et aujourd'hui, les mecs, ils vont nous dire je vais être chez Doucet, je vais être chez. Par contre, en fait, ils recherchent plus de la bistronomie où les vins vont être vendus un peu moins cher. Alors après, c'est pas le sujet parce qu'il y a des coûts qui sont différents sur des étoilés et sur des bistronomies. Mais c'est surtout aussi parce que c'est là où tu as les gens qui viennent, qui vont prendre 2, 3, 4 bouteilles parce que Puis on consomme. Tu vois, c'est c'est ma grande fierté de l'année. Mais tu vois, moi j'ai fait rentrer la DRC. Je suis allocataire de la DRC pour la première fois. Depuis la première fois, ça fait déjà 15 ans que je tannais un peu Pierre-Paul Jacques pour savoir. Là, j'ai eu la chance, grâce à un copain qui est restaurateur, qui me dit c'est pas normal que t'aies pas. Il m'a dit je te mets en cheville. Et voilà. La nana est venue, elle m'a dit voilà, bon, alors, j'ai pris autre chose, j'ai commandé d'autres trucs. Et putain, on a été allocataire de la DRC, 9 bouteilles la première année. Ça fait 6 mois qu'elle a la carte, on a vendu 5 bouteilles. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la régade. Il y a la bouffe, mais il y a aussi le vin. Quoi. Alors qu'on mange, finalement, c'est quoi, c'est 60 € à peu près le menu 55. ici 55 Non, €. mais c'est assez drôle parce que tu vois, je prends toujours le même exemple. Mais, enfin,
je prends toujours un exemple tout con, mais pendant la semaine de Roland Garros, on avait deux Brésiliens, un couple de Brésiliens qui sont arrivés à 9h30 un soir. Et tu vois, ils étaient un peu gênés d'arriver à 9h30 parce que on avait quasiment fini le service. Il restait des gens dans le restaurant, mais on avait presque quasiment fini le service. Et ils nous disent, et on leur dit, non mais n'inquiétez pas, prenez. Et la femme arrive la première, mais il est 9h30, 10h moins le quart. La femme arrive la première, elle dit, mon mari arrive, elle fait, ouais, pas de problème. Prends la carte des vins, la nana prend un S de salon. T'as vu que devant dans la table. 650 balles. Et en plus, il s'excuse. Non, mais attends, tu vois, c'est pour répondre à ta question. Donc, S de salon, on leur sert. Et derrière, le mec prend la carte des vins et il prend une bouteille à 450 ou 500 balles. Et addition, 1230 €. Il y avait 110 balles de bouffe. Le reste, c'était que du pinard. Et le mec a laissé 1500 balles en disant, le reste, c'est du pourboire. C'est beau, c'est beau. Voilà. Et est-ce que pour le vin, comment te dire, est-ce que c'est bon pour le vin, ça, le vin en général, la filière en général, etc. Je pense que la Romanée Conti, puisqu'on parle de grands, moi ils m'ont dit qu'ils étaient super contents d'être rentrés ici. J'ai signé la charte, j'ai rendez-vous avec eux demain parce qu'a priori ils sont pas à me donner du vin installé. Donc je pense que pour la filière vin, c'est... Enfin, quand tu lis aujourd'hui la presse aujourd'hui, t'as le marché chinois, on sait pas trop, le marché américain, on sait pas trop. Je pense que les mecs à un moment donné, ils vont se dire bon, peut-être qu'on y aille voir Doucet ou Pierre-Paul Jacques qui nous tannent depuis des années, à qui on refuse du vin parce que, en fait, voilà quoi. Il faut être prophète de son pays. Le jour où les vignerons auront, en Bourgogne notamment, recomprennent ça, quoi. Il faut être servi sur nos tables, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Qui moi, si tu veux, il y a plein de Bourguignons. Tu vois, moi, je rêve d'avoir du Coche du Riz depuis des années. J'arrive pas à avoir de Coche du Riz. Coche du Riz, j'ai dû en boire 2 fois dans ma vie. C'est un vin que j'adore. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Tu vois, Hermitage de chez Chave, j'y arrive pas. C'est le moment du questionnaire qui va aussi nous parler un peu plus de toi, en quelques mots, de Proust, Pivot et Lipton. Quel est ton mot préféré? Ton mot préféré? Transmission. Quel est le mot que t'aimes le moins? Égoïsme. Quel est ton bruit préféré? On va dire il y a bien d'autres, mais je peux pas le dire. Mais non. Du coup, c'est t'as droit à tout dire. Non, mais ouais, j'aime bien ce bruit. Ça ou il y a ça ou le détonation d'un bout de carabine, j'aime bien aussi. Voilà. Quel est le bruit que tu détestes entendre? Putain, le bruit parisien, je peux plus. Qu'est-ce que tu kiffes par-dessus tout? Qu'est-ce que t'adores? Il y a tellement de choses que j'adore, mais l'amitié, ça fait partie des grosses choses, et la chasse. C'est des choses dont je ne pourrais pas me séparer. Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes le plus? L'hypocrisie. Si t'avais pas été cuisinier, t'aurais aimé faire quoi comme boulot? Garde-chasse. Si t'avais pas été cuisinier, qu'est-ce que le boulot que t'aurais vraiment pas aimé faire? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça aurait été agent de travaux à la DDE. Agent de quoi? Agent de travaux à la DDE. Agent de travaux à la DDE, ça c'est précis, attends. Non, mais il Pourquoi? y a une explication, parce qu'en fait, j'ai vu mon père le faire toute sa vie, et j'ai vu tellement se faire chier toute sa vie, que en fait, aujourd'hui, si je fais le métier que j'aime, et si je fais la passion, ou le métier qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. Si Dieu existe, et que tu arrives au paradis, s'il t'ouvre les portes du paradis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise en premier quand tu arrives? Alors, ça dépend. Mais, bienvenue, le jeu. Bienvenue ici. Et revoir les gens qui sont partis trop tôt. Je pense que c'est ça le truc le plus important. Écoute, voilà, il nous reste pas. Trop bien. Ça vous va? Bah, trop bien. La dernière fois. Hugo, on t'est pas mal reçu par Monsieur Doucet. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir, ça. Merci. Santate. Merci de nous avoir. Amitié, sympa, les Santate. copains. C'est très bon, ça. C'est très bon.